Bonjour à tous et tout particulièrement aux collégiens et aux collégiennes de Charlotte Delbo de Tronget, les élèves de 3e, qui allaient découvrir avec moi aujourd'hui une toute nouvelle séquence d'histoire, la séquence 8, qui en fait est la suite logique et chronologique de la séquence précédente, puisque nous restons dans le cadre des années terribles, des années noires de la France au XXe siècle, c'est-à-dire les années 1940-1944. Sauf que après avoir étudié la défaite, l'occupation, le régime de Vichy, la collaboration, nous allons maintenant étudier les résistances françaises. Pourquoi et comment résister dans et en dehors de la France occupée. On ne change rien à la formule, le scénario pédagogique est donc immuable. Nous allons commencer par planter le décor. Aujourd'hui, au cours de cette séance inaugurale, nous allons donc dessiner ensemble la carte de la résistance intérieure française. Puis nous passerons à la frise chronologique, le cadre temporel, après le cadre spatial. Puis nous évoquerons ensemble une œuvre d'histoire des arts. Et ensuite nous passerons aux différents dossiers qui nous permettront de faire connaissance avec la résistance extérieure et la résistance intérieure. C'est pour ça que votre séquence s'intitule « Les résistances » parce qu'il y en a eu plusieurs. Grand A, la résistance intérieure française. Et comme nous allons aujourd'hui bâtir une carte, nous allons nous intéresser à la géographie de la résistance française et plus particulièrement à la géographie de la résistance française de l'intérieur, c'est-à-dire de l'Hexagone. Quelle est la géographie de la résistance française de l'intérieur? Où sont situés ses principaux faits d'armes? Comme je vous l'ai expliqué dès la première diapositive, nous restons dans le cadre historique, chronologique, spatial de la France de la défaite et de l'occupation. Donc vous reconnaissez, j'espère, la carte de la France entre 1940 et 1944 avec la division des territoires en zones occupées au nord et à l'ouest, en zone non occupée au sud jusqu'au 11 novembre 1942. Bon, la fameuse ligne de démarcation qui sépare les deux grandes zones du territoire national et qui, je vous le rappelle, passe par l'Allier et passe en particulier par le pont Ridgemort à Moulins. Bon, ça normalement, c'est quelque chose que vous devez connaître et c'est quelque chose que vous devez avoir en tête puisque les résistants français doivent aussi tenir compte de cette géographie très particulière à notre territoire national entre 1940 et 1944. Et vous voyez apparaître sur cette carte un troisième élément de légende dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant et qui s'intitule La résistance et la libération. Et vous voyez apparaître ce que l'on appelle les bases de la résistance, ce qu'on appelle aussi les maquis. Ce sont des choses que nous allons découvrir au cours de la séquence. Et comme vous pouvez le voir, un premier coup d'œil nous indique qu'on trouve des bases aussi bien en zone nord occupée Paris qu'en zone non occupée jusqu'au 11 novembre 1942 Lyon, mais qu'on trouve aussi des maquis en zone occupée, en particulier dans l'ouest, au nord de la Loire, mais qu'on en trouve aussi dans la zone non occupée et en particulier dans les régions de montagne, le sud du Massif central, au Mont-Mouchet, Glières et Vercors dans les Alpes, et nous verrons pourquoi un peu plus tard. Alors, vous et moi, nous disposons de la même planche vierge au départ, donc un fond de carte dans lequel nous allons retrouver
tous les éléments nécessaires à la compréhension de la géographie de la résistance intérieure française. Commençons par resituer, colorier, aussi bien en légende que sur la carte, la zone occupée. On va la mettre en rouge. Et puis la zone non occupée, que j'ai mis dans un gris bleu, avec, bien entendu, et je vais vous demander de la repasser, si vous préférez, au fluo, enfin quelque chose de bien visible, la fameuse ligne de démarcation. Et on voit bien apparaître les deux capitales des deux grandes régions françaises, c'est-à-dire Paris, zone nord, et Vichy, en zone sud. Vous noterez que c'est une carte simplifiée et que je ne distingue plus le Nord-Pas-de-Calais rattaché à la Belgique, ni l'Alsace-Lorraine rattachée au Grand Reich. Les sortes de donuts qui viennent d'apparaître sur votre carte et que l'on retrouve donc aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée, eh bien ça symbolise, ça permet de cartographier, de représenter les principaux maquis de la résistance intérieure. Ces maquis qui seront composés des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Alors vous voyez tout de suite qu'il y aura du vocabulaire à acquérir, parce que le maquis, c'est un terme dont il faut comprendre et connaître le sens. Les FFI, ou si vous préférez les maquisards, pour faire simple, dans un premier temps, on va dire que ce sont les résistants armés. Ça laisse donc entendre qu'on peut aussi résister de manière désarmée. Eh bien oui, c'est pas tout le monde qui a une mitraillette ou des explosifs à utiliser contre l'allemand. Vous verrez au cours de la séquence qu'il y a 1001 manières de résister. Certaines plus spectaculaires que d'autres. Et donc ces maquis, on les retrouve plutôt en zone non occupée. Et je tâcherai de vous expliquer pourquoi. On en trouve véritablement en zone occupée que dans l'ouest breton. Vous verrez que la géographie a un rôle, mais pas seulement, pour expliquer la localisation des maquis. Ajoutons à cela les filières d'évasion des pilotes alliés abattus. Alors ça, c'est probablement ce qui est le plus difficile à cartographier. D'ailleurs, les deux flèches vertes qui sont situées à cheval sur la frontière franco-espagnole, aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée, ne signifient pas véritablement grand-chose. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les pilotes britanniques de la Royal Air Force et les pilotes américains de l'US Air Force vont bombarder les Allemands en Allemagne, en Belgique, mais aussi en France. Et évidemment, un certain nombre d'appareils sont abattus par la FLAK, comme on l'appelle, c'est-à-dire la défense antiaérienne, les canons allemands qui abattent les avions. Donc vous avez des pilotes qui sont obligés de s'éjecter en parachute et qui ensuite se posent un peu au hasard. Et quand ils tombent sur des Allemands, bien entendu, ils sont faits immédiatement prisonniers. Mais il arrive assez régulièrement que ces pilotes soient récupérés par des gens de la résistance. Et tout le problème ensuite va consister à renvoyer les pilotes en Angleterre. Parce que des pilotes ont une très grande valeur. Des pilotes sont des gens qui ont un savoir-faire assez rare, hein, celui de piloter les avions, notamment des avions de guerre. Former un pilote, ça demande énormément d'heures, des milliers d'heures de vol, et on ne peut pas se permettre en temps de guerre, dans l'urgence, de passer tant de temps que cela à former les pilotes. Donc un pilote qui est vivant, on va tout faire pour le récupérer, et l'idée c'est de lui faire
passer la frontière espagnole et lui faire gagner clandestinement, ça va de soi, le Portugal, pays neutre, et de là, grâce à des navires, voire dans certains cas des sous-marins, permettre à ces pilotes d'être exfiltrés jusqu'au Royaume-Uni, où là ils seront récupérés, ils récupéreront un avion et pourront repartir au combat. Donc c'est un aspect assez méconnu de la résistance dont je tenais à vous parler et qui explique l'existence de ces deux petites flèches vertes à la frontière franco-espagnole. On ne devient pas résistant par des petites annonces parues dans le journal. Vous comprenez bien que résister, c'est prendre énormément de risques, c'est se désigner comme une cible vis-à-vis de l'ennemi. Donc il faut s'entourer d'un luxe de précautions pour éviter la capture et la destruction de la résistance. Donc c'est très difficile de recruter ou d'être recruté par la résistance. Pour autant, un certain nombre de bases de recrutement de la résistance intérieure se sont constituées sur le territoire national, un peu partout en fait, contrairement à ce que vous laisse entendre la carte, mais il est clair que c'est à Paris, mais aussi à Lyon, dans les principales villes françaises, que se sont organisés les principaux mouvements, réseaux de la résistance, et que c'est donc dans ces villes, à la barbe de l'ennemi allemand ou de l'ennemi vichiste, que les résistants se sont recrutés et se sont organisés. Et de ce point de vue, même si Paris n'est plus la capitale de la France, du point de vue de la résistance, elle a toujours tenu son rôle. Nous venons d'étudier quelques faits structurels, c'est-à-dire les maquis, les filières d'évasion des pilotes alliés et les principales bases de recrutement. C'était la première partie de notre légende. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la légende, c'est-à-dire quelques hauts faits d'armes, c'est-à-dire quelques moments particulièrement médiatisés, comme on dirait aujourd'hui, quelques moments à la gloire de la résistance intérieure française, des moments qui ont contribué à faire comprendre à l'occupant qu'il n'était pas le bienvenu en France. Alors le premier de ces faits d'armes, il est assez émouvant, je trouve, parce qu'il est le fait de la jeunesse française. Vous avez ici des jeunes qui sont parfois encore des adolescents, sachant que, je vous le rappelle, on est adolescent jusqu'à 21 ans, puisqu'il faudra attendre 1974 pour que la majorité légale, civique, soit abaissée à 18 ans. Donc vous avez des jeunes gens, des jeunes hommes tout juste sortis de l'adolescence ou de l'enfance et qui vont réaliser le premier coup d'éclat de la résistance intérieure. Vous avez des lycéens de Paris qui se donnent rendez-vous. Alors pas par les réseaux sociaux, évidemment à l'époque ils n'existaient pas, donc ils se sont organisés des semaines à l'avance en faisant passer des tracts, des petits papiers dans leur lycée. Ils se sont organisés pour commémorer le 11 novembre et aller déposer une gerbe de fleurs et faire le salut au drapeau tricolore sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, alors que l'occupant, qui je vous rappelle occupe Paris depuis le 14 juin 1940, a formellement interdit l'usage du drapeau tricolore, l'usage de la Marseillaise et a interdit tous les événements patriotiques, à commencer bien sûr par le 14 juillet, mais également tous les événements patriotiques qui ne sont pas à la gloire de l'Allemagne, à commencer bien sûr par la commémoration du 11 novembre. Donc ces jeunes hommes vont défiler illégalement
j'ose pas dire clandestinement, parce que l'événement ne va pas passer inaperçu, justement, mais ils vont défiler illégalement pour aller honorer la tombe du soldat inconnu. Et évidemment, quand les Allemands arrivent, la dispersion va se faire de manière assez brutale. Il y aura quelques jeunes gens qui seront arrêtés, qui seront un peu passés à tabac, mais qui seront libérés après ultime avertissement. L'occupant fait preuve encore d'une certaine mesure. Il est vrai qu'aller chanter la Marseillaise et fleurir la tombe du soldat inconnu, c'est quand même pas de nature à chasser les Allemands de France occupée, et c'est quand même pas de nature à leur faire perdre la guerre. Mais néanmoins, c'est un premier signe. La jeunesse française ne se résout pas à accepter la défaite. C'est déjà un acte de résistance en soi. Plus ou moins rapidement, la résistance française va passer à des actes concrets, entendez par là des actes sanglants, des attentats, comme les dénonce l'occupant allemand, qui n'hésite pas à assimiler les résistants à des terroristes, et qui, à ce titre, punira de mort quiconque aura osé faire un acte de résistance contre l'occupant. Et vous allez avoir des attentats. L'un des attentats les plus connus est quand un résistant communiste va s'emparer du pistolet d'un officier allemand dans une rame de métro. Il va l'abattre avec sa propre arme avant de s'enfuir en profitant de la panique générale de la foule. J'ai oublié de préciser dans la diapositive précédente, mais peut-être n'est-il pas trop tard pour bien faire, que cet attentat du métro Barbès à Paris s'était déroulé en août 1941. 1941, c'est l'époque où la résistance armée violente monte en puissance contre l'occupant. L'année suivante, en 1942, la résistance prend un autre visage, beaucoup plus pacifique, mais tout aussi résolu, le visage d'un roman, ou plus exactement d'une nouvelle, d'un certain Jean Brulaire, mais qui bien sûr ne va pas écrire et imprimer sous son vrai nom, donc il va utiliser le pseudonyme de Vercors. Cette nouvelle s'intitule Le silence de la mer et raconte une histoire somme toute anodine, celle d'un officier allemand qui use de son droit de réquisition pour aller loger dans une famille française composée d'un père veuf et de sa fille. L'officier allemand est un homme charmant, très éduqué, pas forcément nazi pour dessous, francophone, il parle français comme vous et moi, francophile, amoureux de la culture française, bref, tout sauf le barbare nazi. La jeune fille, bien entendu, pourrait tomber amoureuse de ce jeune homme, de ce jeune officier allemand, mais elle va résister en refusant de tomber amoureuse, et elle et son père font de la résistance passive en refusant d'adresser la parole à l'officier allemand. C'est un monologue permanent. L'officier allemand fait semblant de cherche, comment dirais-je, à nouer des liens avec la famille, mais symboliquement, cette famille refuse toute communication avec l'occupant parce que justement, il est un occupant. Alors là encore, écrire un roman clandestin qui célèbre les vertus de la résistance, c'est pas ça qui va faire perdre la guerre à l'Allemagne, au Troisième Reich, c'est sûr, mais c'est entretenir un état d'esprit qui est celui de résister, et quand on résiste, on ne collabore pas avec l'ennemi, même de manière dérisoire, comme lui adresser la parole, tout simplement. Et l'édition
du silence de la mer paraît aux presses clandestines de la Résistance, qui s'appelle les éditions de minuit. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On imprime de nuit à la barbe de l'occupant, puisqu'on imprime à Paris. Le quatrième fait d'armes est local. Et oui, je vous ai fait remarquer que l'Allier avait été très directement impliqué par l'occupation, avec la ligne de démarcation qui passait à Moulins, la capitale de l'État français du maréchal Pétain qui s'était installée à Vichy. Mais figurez-vous qu'on n'avait pas encore parlé de la troisième grande ville du département, Montluçon. Ça va être chose faite, puisqu'en 1943, le train qui doit emmener des jeunes Françaises et Françaises déportés en Allemagne au titre du STO, le service du travail obligatoire, qui vient d'être instauré de manière autoritaire en France, aussi bien en zone nord qu'en zone sud. Eh bien, ce train est bloqué par des cheminots, par des manifestants, la plupart du temps des membres des familles des jeunes déportés du STO, qui bloquent le train, qui empêchent son départ. Et comme l'occupant n'avait pas prévu une résistance au départ du train, eh bien les Allemands ne sont pas militairement présents, ce qui fait que les jeunes du STO profitent de l'incident pour s'enfuir. Et c'est un train quasiment vide qui partira le lendemain pour l'Allemagne. Et ce haut fait d'armes sera célébré jusque sur les ondes de la BBC à Londres, dans l'émission de la France libre, ici Londres, les Français parlent au français, et sera célébré comme un exemple de ce que l'on peut faire sans armes, mais pour contrarier l'occupant et pour gêner son effort de guerre. Notre séquence va être également l'occasion de croiser des personnages qui ont marqué l'histoire de notre pays, à commencer par Jean Moulin, dont vous avez la seule photographie prise du temps de la clandestinité, autrement dit du temps de la résistance. Jean Moulin, alias Max, alias Rex, qui multiplia les pseudos sous la résistance, qui fut l'homme le plus recherché de France, aussi bien par le régime de Vichy que par la police de l'occupant allemand, et qui réussit un tour de force, un exploit assez incroyable, celui de réunifier sous l'autorité du général de Gaulle, le chef de la résistance française, donc de réunifier tous les mouvements de zone occupée, tous les grands mouvements de résistance de zone occupée et de zone sud, qu'ils soient gaullistes ou qu'ils ne le soient pas, de tous les réunir dans un CNR, Conseil national de la résistance, dont il présida la première séance le 27 mai 1943 à Paris, à la barbe et au nez de l'occupant. Et vous verrez que Jean Moulin n'a pas présidé longtemps le CNR, puisque arrêté, il sera torturé et mourra des suites des tortures infligées, sans avoir livré le moindre secret à l'occupant. La résistance jusqu'au bout, en quelque sorte. L'arrestation est une des menaces qui planent sur la tête des résistants, qu'ils soient chefs de réseau ou qu'ils soient simples exécutants. Et nous l'avons vu lors de la diapo précédente avec Jean Moulin, mais Raymond Aubrac a lui aussi été arrêté, d'ailleurs en même temps que Jean Moulin, à la même réunion en juin 1943 à Caluire, au nord de Lyon. Mais Raymond Aubrac, contrairement à Jean Moulin, a eu la chance de bénéficier d'une véritable opération commando digne des films d'action d'Hollywood. Opération commando organisée
par son épouse, Lucie Aubrac, dirigée de main de maître donc par cette grande résistante qui tenait absolument à libérer son mari. Et l'évasion sanglante, puisqu'il y a eu plusieurs morts côté allemand, l'évasion sanglante de Raymond Aubrac en octobre 1943 est l'un des actes, un des plus célèbres faits d'armes de la résistance intérieure en France. Autre fait d'armes, symbolique, comme l'était le rassemblement des jeunes lycéens parisiens sur la tombe du soldat inconnu le 11 novembre 1940. Nous sommes le 11 novembre 1943. Nous sommes à Oyonnax dans l'Ain, dans la région du Jura. Et là, les maquis locaux descendent de leurs montagnes, de leurs forêts, investissent la ville d'Oyonnax, en prennent le contrôle. Bon, il est vrai que l'action est facilitée par le fait que les soldats allemands ont déserté la ville, et on assiste à un véritable défilé organisé en formation militaire, comme vous pouvez le voir sur la photo, un véritable défilé jusqu'au monument aux morts de la commune qui sera fleuri par les résistants et qui s'évanouiront ensuite dans la nature avant le retour des Allemands. Pendant quelques heures, la ville d'Oyonnax est redevenue française, sous souveraineté française, et les Allemands vont se venger en fusillant le maire d'Oyonnax, en faisant déporter un certain nombre de personnalités de la ville, parce qu'ils auront fort peu goûté cette manifestation patriotique et cette manifestation de résistance. Comme vous pouvez le voir sur la carte, Oyonnax est quasiment à la frontière entre les deux zones, presque sur la ligne de démarcation. Dernier fait d'armes cartographié, le plus spectaculaire sans doute, à savoir l'accrochage et la destruction d'une patrouille allemande anéantie par surprise par des maquisards sortis du bois, c'est le cas de le dire, à Saint-Étienne, vallée française en Lozère, c'est-à-dire dans le sud du Massif central, dans cette région montagneuse qui abritait de nombreux de nombreux maquis plutôt de résistants. Et en 1944, au moment où les Alliés débarquent en France pour libérer l'Europe, les maquis ont tendance à se sentir en position de force pour attaquer l'ennemi en retraite, et les accrochages vont se multiplier, mais nous verrons que les maquisards vont payer le prix très très fort pour avoir osé attaquer militairement l'ennemi, l'occupant allemand. Voilà qui conclut la séance du jour et qui nous permet d'avoir un panorama géographique donc de la résistance intérieure française. Il nous restera à découvrir aussi la résistance extérieure, mais ça ne tardera pas, ça sera le sujet d'une prochaine séance. Voilà, je vous laisse finir de compléter la carte, la colorier, et tant qu'à faire, pourquoi pas, de la prendre, et je vous dis à bientôt.